Bonjour chers élèves, candidats et candidates au baccalauréat sénégalais. Nous nous retrouvons de nouveau sur la plateforme e-répétiteur, plateforme qui vous permet de réviser et d'approfondir vos connaissances en vue de l'examen du baccalauréat. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un des genres littéraires qui sont étudiés en classe de terminale, à savoir la poésie. Et donc, pour parler de la poésie, nous l'aborderons d'abord par rapport à une approche définitionnelle, puisque la poésie fait l'objet de différentes définitions, mais nous en retiendrons une qui puisse nous permettre de mieux cerner ces genres. Ensuite, nous dégagerons les caractéristiques essentielles de ce genre littéraire, puis nous en définirons les sources, c'est-à-dire les axes d'inspiration donc du poète. Et donc, à retenir, chers candidats, chères candidates, que cette leçon sur la poésie devrait vous amener en principe à maîtriser les connaissances indispensables pour la lecture et la compréhension d'un poème de façon générale, de façon globale. Et de façon précise, vous devriez être en mesure, au bout de cette leçon, de déterminer les caractéristiques essentielles et les sources d'inspiration de la poésie, puis de déterminer et de distinguer les différentes fonctions du genre poétique. Et donc, pour en revenir maintenant au travail en tant que tel, nous entrons dans la leçon sur la poésie par un corpus qui est un extrait du poème Femme noire de Léopold Sédar Senghor. Un poète sénégalais, et ce poème Femme noire est assez connu, de même ceux qui ne sont pas candidats au bac, de ceux qui ne sont pas des élèves. Alors, nous allons prendre donc 3 vers de ce poème de Senghor pour pouvoir nous entretenir sur le genre poétique. Je vous en fais lecture. De ce poème donc, on peut retenir ces vers. Fruits mûrs à la chair ferme, sombres extases du vin noir, savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'Est, tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur. Voilà donc, chers candidats, 3 vers extraits de ce célèbre poème de Senghor. Et à retenir ou à rappeler que ce poème constitue un éloge de la femme noire. Éloge de la femme noire par rapport à sa beauté, et sa beauté qui constitue une exception par rapport à des femmes d'une autre race, peut-on dire avec Senghor. Et donc, à travers ce poème de façon générale et à travers ces vers précisément, la femme noire est décrite à travers un langage spécifique, un langage tout à fait spécial, qui rend plus sensible, plus expressive et disons donc plus remarquable la beauté de cette femme. Et donc, pour justement nous entretenir sur la beauté de ces femmes, à travers ces 3 vers, Senghor se penche un peu sur un jeu de langage. Il joue avec la polysémie des mots. Plus précisément, il joue avec des images, parce que nous retrouvons à travers ces poèmes des métaphores de la femme. La femme apparaît ici comme un fruit, la femme apparaît comme une savane, la femme apparaît comme un tam-tam. Donc, au-delà d'une comparaison, Senghor donne directement 3 images de la femme. Et au-delà de ces métaphores, donc de ces images que Senghor nous présente de la femme, il joue également sur le rythme, c'est-à-dire sur l'harmonie, et il joue précisément sur les sonorités. Et pour nous en convaincre, nous pouvons reprendre une lecture plus cadencée de ces vers
pour voir un peu ce que le poète veut nous faire découvrir à travers ses vers en termes d'image, en termes de rythme, de sonorité. Fruits mûrs à la chair ferme, sombres extases du vin noir, savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'Est, tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur. Voilà, chers élèves, comment, de façon scandée, de façon rythmée, on peut savourer ces vers qui nous parlent de la femme. Et donc, de façon très spécifique, ici, le poète se fait artiste. Il se fait un artiste qui, à travers des images, nous offre un tableau de la femme. Donc, avec ces mots ici, on peut imaginer la femme déjà comme un fruit, et un fruit qui soit mûr avec la chair ferme. Pas un fruit avec une chair molle. C'est important. Il nous en dit un peu sur la beauté formelle de cette femme. Ensuite, avec Senghor, on retient de la femme qu'elle est une savane. Et une savane aux horizons purs qui frémit aux caresses servantes du vent d'Est. Senghor, à travers l'image de la savane, nous entretient ici sur la pureté de la femme et sur la sensualité de cette femme noire. Puis, à travers une dernière image, celle du tam-tam, le poète cherche, en artisan, cherche à nous faire découvrir la forme de la femme, qu'il donc compare à un tam-tam qui est bien taillé, donc bien sculpté, un tam-tam bien tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur. Et donc, ces trois vers sont assez éloquents, assez parlants pour faire comprendre ici l'éloge que Senghor veut faire de la femme. Et donc, je disais tantôt qu'à travers ces trois vers-là, qui symbolisent ici tout le poème Femme noire et la poésie de façon générale, donc le poète s'offre à nous comme un artiste qui nous présente un tableau et qui fait dans la musicalité. Autrement dit, le poète fait de son œuvre, qui est la poésie, une créativité et un travail sur les mots. Et c'est cela, en réalité, qui fait de la poésie, donc, une création. Dès l'instant que le poète sort du langage ordinaire pour aller chercher des mots par rapport à leur sens, par rapport à pour en donner une disposition autre que la disposition qu'on peut retrouver dans le langage habituel, alors là, le poète joue un peu le rôle d'artiste. Et donc, c'est cela qui peut nous amener à comprendre déjà le genre poétique dans sa définition. Et je le disais tantôt, on peut retrouver de la poésie plusieurs définitions, plusieurs approches. Mais nous en retiendrons une, en réalité. Partant de son étymologie grecque, et plus précisément le verbe poiein qui veut dire créer, et le nom poiesis qui veut dire création, nous pouvons facilement, en rapport avec notre corpus de tout à l'heure, ces trois vers de Femme noire, comprendre donc que la poésie est création. D'où d'ailleurs la notion d'art. Et à revenir sur ces vers, pour les scander, on découvre toute la beauté du langage poétique. Et nous disons généralement d'ailleurs de ce qui est beau dans le langage ordinaire que c'est de l'art. Et donc la poésie se révèle comme telle, comme un art. C'est ce qui d'ailleurs justifie la définition que nous en donne le dictionnaire, le Robert. Je cite, donc pour le Robert, la poésie est un art du langage généralement associé à la versification, où le rythme, l'harmonie et l'image ont autant et parfois plus d'importance que le contenu intelligible lui-même. Que faut-il comprendre par là en plus simple? C'est que le dictionnaire Robert nous fait dire que la poésie est donc une création, une créativité portant sur le langage et qui repose essentiellement sur le rythme, sur l'harmonie et sur l'image.
Et ces trois paramètres ont parfois la même importance, peut-être même plus d'importance que le contenu, le message même qui est délivré à travers un poème, à travers le genre poétique. C'est dire donc à retenir en plus simple également que la poésie est un genre littéraire qui, par le choix et la disposition des mots, rend sensible la réalité. Important de le retenir. Donc, retenir de la poésie que c'est un art qui est généralement associé à la versification et le rythme, l'harmonie et l'image y ont autant d'importance, parfois même plus d'importance que le message même. Mais retenir également en plus simple que la poésie est un genre littéraire à travers lequel le poète fait un choix des mots et il les dispose de façon à rendre la réalité plus sensible. Et donc, au-delà de cette approche définitionnelle, nous pouvons maintenant nous pencher sur ce qui constitue les caractéristiques essentielles du genre poétique. Donc, de l'approche définitionnelle, nous retenons que la poésie est une création. Et c'est de là que découle ce qui caractérise essentiellement ce genre littéraire. Donc, ce qui fait qu'on peut retenir d'abord de la poésie qu'elle est donc un travail que le poète fait sur le langage. Autrement dit, le poète se veut un artisan qui utilise les mots, les images, les sonorités, le rythme en fonction de leur puissance expressive. Et ceci lui permet de mieux communiquer des idées ou bien des sentiments. Et donc, une autre caractéristique essentielle de la poésie, c'est de retenir que la poésie constitue donc un art qui exprime la réalité sous forme de tableau. Important de le retenir, partant de notre corpus, je disais que donc le poète souvent nous offre son message sous forme de tableau, sous forme de peinture. Et c'est cela qui fait de lui un artisan, qui fait appel d'ailleurs à la sensibilité et à l'imagination du lecteur. Par conséquent, nous retiendrons tout simplement que la poésie constitue un langage spécial, un langage de la différence. Et c'est en cela qu'on peut différencier donc la poésie des autres genres littéraires que nous verrons ultérieurement, à savoir le roman, à savoir le théâtre et autres genres. Et en troisième étape, nous allons donc nous entretenir sur ce qui fait l'inspiration du poète. Puisque ce qui fait la particularité de ce genre, nous l'avons dit, c'est une création qui repose sur le travail des mots, mais c'est également une création qui fait l'objet de tableaux et qui fait l'objet de peintures que le poète offre au lecteur. Alors, de ce point de vue, on pourrait penser peut-être que n'est pas poète qui le veut. Et donc, c'est cela qui justifie cette troisième étape de notre leçon, à savoir les sources d'inspiration de la poésie. Retenir tout simplement par rapport à ces sources, à ces axes d'inspiration de la poésie, que même si la poésie est une création, le poète dispose quand même de diverses sources d'inspiration. C'est toujours quelque part que le poète va puiser le message qu'il compte délivrer à travers son texte, à travers son œuvre. C'est toujours quelque part que le poète puise le contenu de ses vers. Et donc, par rapport à ces sources d'inspiration, nous pouvons retenir l'inspiration divine, l'inspiration émanant de la personne même du poète, l'inspiration qui émane de l'environnement extérieur du poète, à savoir la société, et l'inspiration qui peut émaner également de l'imagination ou bien des rêves du poète.
S'agissant maintenant de l'inspiration divine, il importe de rappeler que, à l'origine de la poésie, ce genre est considéré, ou cette activité est considérée comme un don des dieux. Et cela, pour le comprendre, nous pouvons revisiter un peu la tradition antique à travers les poètes grecs comme Homère, à travers également les poètes latins. Mais plus près de nous, nous pouvons comprendre cette inspiration divine chez les poètes de la Pléiade, comme Ronsard, ainsi que les poètes romantiques comme Hugo et j'en passe. Donc, ceci nous amène à dire que la poésie, chez donc ces auteurs, ces poètes grecs, latins, chez les poètes de la Pléiade humaniste, chez les poètes romantiques, donc retenir que la poésie est le fait de recevoir ce qu'on pourrait appeler une fureur sacrée, c'est-à-dire un souffle divin. Donc, dans cette approche, c'est à comprendre que pour écrire, le poète est inspiré par un souffle divin. Donc, ceci fait du poète alors un élu, un mage, c'est-à-dire un messager des dieux, et plus précisément donc un homme d'exception, puisque son art est un don du ciel. Et pour comprendre cela, nous pouvons nous référer à Ronsard, poète de la Pléiade, poète humaniste, qui, dans un de ses poèmes intitulé Hymne à l'automne, hymne ou bien hymne de l'automne, c'est selon, Ronsard disait à propos des poètes, il disait ceci: ils ont les pieds à terre et l'esprit dans les cieux. Donc Ronsard reste convaincu que c'est Dieu qui tient les poètes et qui ne les lâche pas, c'est lui qui les inspire. Donc ce qu'ils disent émane alors d'une inspiration divine. Et Hugo renchérit en disant toujours à propos du poète, dans son célèbre poème Les fonctions du poète, il dira dans un vers: Dieu parle à voix basse à son âme. Donc pour Hugo, c'est comme si c'est Dieu qui dictait et le poète tenait la plume pour écrire. Alors, pour dire tout simplement, en rapport avec cette source d'inspiration, que le poète est donc celui à qui le dieu Apollon, dans la mythologie grecque, Apollon est le dieu des beaux-arts, donc le poète est celui à qui Apollon donne un don de poésie. Et donc, cette source d'inspiration, chers candidats, pourrait nous permettre de comprendre certaines fonctions de la poésie, telles que la fonction esthétique, telles que la poésie comme métaphysique, et j'en passe. Deuxième étape de ces sources d'inspiration de la poésie, c'est la personne du poète. C'est-à-dire que la poésie peut émaner de l'individu qu'est le poète. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? C'est qu'il faut comprendre d'abord que la poésie est le cadre par excellence de l'expression des sentiments personnels et, comme on dit, de l'expression du moi de l'auteur, du moi du poète. C'est pourquoi d'ailleurs l'inspiration poétique le plus souvent, si on regarde un peu dans le parcours de ce genre littéraire, donc l'inspiration poétique le plus souvent trouve sa source dans le vécu individuel, j'allais même dire dans le vécu sentimental du poète. Autrement dit, c'est la sensibilité, c'est le cœur du poète le plus souvent qui l'inspire. Et ceci est la conviction de plusieurs poètes, précisément des poètes romantiques que vous connaissez bien. C'est cela qui amène d'ailleurs Musset, un de ces poètes romantiques, à dire que le cœur est le seul poète. Lamartine, toujours du même mouvement littéraire, du même courant littéraire, dira de son côté que la poésie
et le chant intérieur. Et on connaît mieux avec Lamartine le célèbre vers pour illustrer ceci, où il dit « Ah, frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie ». Donc pour dire que ce qui inspire le poète avec ses romantiques, c'est le cœur, ce sont les sentiments. D'où d'ailleurs l'expression qui nous amène à comprendre, ou en tout cas l'adage qui nous amène à retenir que le cœur est le siège un peu des sentiments. Mais ici, le cœur peut être considéré comme un des sièges, en tout cas, de la poésie, comme source d'inspiration. Autre axe dans cette approche par rapport aux sources d'inspiration, c'est l'environnement extérieur du poète, c'est son milieu de vie, disons, c'est la société. Et à retenir donc, le poète est un humain parmi les humains. Et comme tel, il est donc un artiste qui est sensible et qui est ouvert à son environnement extérieur, qui est ouvert à son cadre de vie. Il ne peut ignorer la condition humaine, il ne peut ignorer la condition de ses semblables dans son œuvre. C'est ainsi que le besoin d'écriture poétique, alors, peut être suscité par les souvenirs, par exemple, d'un poète, les souvenirs vécus. Ça peut émaner des événements heureux ou malheureux que le poète a vécu. Cela peut émaner d'un contexte historique ou encore d'un contexte social ou politique, ou, de façon générale, l'inspiration poétique peut émaner de différentes circonstances dont le poète a été témoin dans sa vie. Et pour comprendre cela, on peut lire dans la poésie senghorienne, qui en réalité est traversée par le thème du royaume d'enfance. Presque toute la poésie de Senghor, dans toute la poésie de Senghor, on y retrouve ce thème du royaume d'enfance. C'est le Sine, avec Nuit de Sine, c'est Joal, avec le célèbre poème Joal, je me rappelle, c'est Mbissel, donc c'est Djilor, lieu d'origine de son papa. Voyez, ce sont un peu ces pérégrinations à travers ce paysage du Sine qui reviennent très souvent. C'est des noms comme Tokowali, son oncle, Corsiga, etc. qu'on retrouve dans ses écritures. C'est également son passage au petit séminaire de Ngazobil dont il parle, etc. Alors, on comprend facilement que donc, la poésie peut être une sorte de résurgence, c'est-à-dire une sorte de réminiscence, de souvenir de la part du poète. D'ailleurs, pour corroborer cette démarche, un poète surréaliste, à savoir Paul Éluard, reconnaît que ces poèmes sont des poèmes de circonstance. Il dit plus précisément, je le cite, « Mes poèmes sont tous des poèmes de circonstance, ils s'inspirent de la réalité. C'est sur elle qu'ils se fondent et reposent. » Donc, ce que Éluard dit est clair. Pour écrire, certainement, il observe, peut-être comme le romancier réaliste, comme le romancier naturaliste, avant d'écrire. Et Paul Claudel ne dit pas moins, lorsque lui-même, il affirme que la poésie, c'est tout cela qui nous regarde et que nous regardons. Donc voilà, chers élèves, comment on peut comprendre la poésie qui peut émaner de l'environnement extérieur du poète, de son milieu de vie, de la société. Et donc, cette source d'inspiration fait facilement comprendre ce pourquoi le poète peut être engagé dans la bataille sociale, comme Éluard lui-même le reconnaît. Et donc, une dernière source d'inspiration, c'est la poésie qui peut émaner de l'imagination du poète, de son rêve ou de ses rêves. Et donc, dire tout simplement qu'au-delà de la dimension sacrée, c'est-à-dire de l'inspiration divine, au-delà de la dimension individuelle ou encore de la dimension sociétale, la poésie peut naître de l'imaginaire, des rêves ou encore des illusions du poète. De ce point de vue-là, le genre poétique prend appui sur un aspect ou peut-être sur une réalité purement métaphysique qui dépasse l'entendement humain.
qui se situe au-delà de la réalité. Donc, la poésie prendrait là appui sur quelque chose que le poète imagine. Et donc, ce serait la poésie relèverait dans ce cas-là de l'irréalité. Et cela amène Victor Hugo à reconnaître que l'imagination est l'instinct divin qui guide le poète. Donc Hugo, qui pourtant est très engagé, est très en phase avec sa société, la société française de l'époque, qui est presque dans tous les combats, reconnaît quand même que la poésie peut relever de l'imaginaire. Donc l'imagination du poète peut parfois le guider. Donc voilà, chers élèves, une première étape de cette leçon sur la poésie qui nous fait donc retenir la poésie dans son approche définitionnelle comme un art du langage qui repose essentiellement sur le rythme, sur l'harmonie, sur les sonorités. Et retenir que le poète se sert des mots par rapport au choix qu'il en fait, par rapport à la disposition qu'il en fait pour rendre la réalité plus sensible. Et ceci nous a amené à dégager donc les caractéristiques de la poésie. La poésie comme création se caractérise d'abord comme un travail sur le langage. Le poète donc se fait un artisan qui choisit ses mots, qui choisit des images, qui choisit les mots par rapport à leur sonorité, par rapport à leur rythme, pour communiquer sur des idées, pour communiquer sur des émotions. Et d'autre part, la poésie se caractérise comme un tableau, comme une peinture que nous offre le poète. Ce qui en fait donc un langage tout à fait spécifique, un langage de la différence. La poésie donc ne s'exprime pas comme les autres genres. Le roman, par exemple, nous rapporte le plus souvent la réalité comme telle, ou nous plonge peut-être dans l'imaginaire, selon l'approche, selon l'entendement donc de l'écrivain. Mais la poésie est un langage tout à fait spécial. Le langage poétique n'est pas le langage de tous les jours. Pour parler de la beauté de la femme, Senghor ne s'est pas permis de dire tout simplement « tu es belle, tu es douce », etc. Donc, il a utilisé des images, il a joué un peu dans les sonorités pour faire passer son message. Et donc, ce qui fait dire que la poésie également fonctionne selon des règles, et ces règles passent par les sources d'inspiration. Soit le poète est un élu des dieux, et donc il reçoit comme un souffle divin pour écrire, soit il part d'un vécu personnel, il laisse son cœur parler, ou encore il observe la société dans laquelle il vit, il part de circonstances dont lui-même est témoin pour écrire, ou encore, enfin, le poète peut se servir de son imaginaire, de ses rêves, de ses illusions, pour tout simplement produire son œuvre. Merci, chers élèves.